Bonjour et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité, Éric Dupond-Moretti. Bonjour. Bonjour Monsieur Aziza. Alors, en cette rentrée, on parle plus de la crise de l'énergie et des incertitudes économiques sur fond de guerre en Ukraine que de justice ou de sécurité. Et pourtant, Éric Dupond-Moretti, le régalien est bel et bien au centre des préoccupations des Français. Comment, dans ce contexte, se réapproprier l'autorité à tous les niveaux de la société? Comment aussi faire que la justice soit plus sereine, plus rapide et plus juste? Quelle réponse aussi aux critiques des oppositions d'extrême gauche et d'extrême droite, quasiment unis pour dénoncer et cibler ce que le RN appelle le Dupond-Morettisme. Et puis au-delà, qu'attendre du Conseil national de la refondation lancé jeudi par Emmanuel Macron. Mais pour commencer, Éric Dupond-Moretti, ce qui fait l'actualité depuis jeudi, c'est-à-dire la disparition de la reine Elisabeth. Comment vous expliquez qu'on soit focalisé depuis 3 jours en France et dans le monde sur la mort d'Elisabeth II? D'abord parce que la reine... c'est un monument. Et quand les monuments disparaissent, on a le sentiment d'une forme de fragilité qui nous ramène à notre propre finitude. Et puis, c'est un personnage, bien sûr, qui a traversé l'époque et qui démontre, et c'est un aspect très intéressant de la personnalité de la reine, qu'elle est à la fois... la tradition sans être réac. La tradition et la modernité. C'est ce qui manque en France? Non, ne me faites pas dire ça. Mais c'est ce qui frappe, oui. La reine et les Beatles, la reine qui accepte la vidéo où elle saute en parachute avec James Bond, la reine dont on apprend qu'elle est servie par un certain nombre de serviteurs gays, homosexuels, qu'elle l'a parfaitement accepté. Tout ça... ça nous rappelle qu'on peut à la fois, je le dis, être dans la tradition, mais être également d'un grand modernisme et d'une grande modernité. Emmanuel Macron, votre président, le président que vous servez, notre président. Notre président, il est aussi d'un grand modernisme. Bien sûr. Et il respecte les traditions? Et il respecte les traditions, mais... il a, si vous me permettez ce verbe, régné moins longtemps que la reine d'Angleterre. Et il régnera moins longtemps, c'est sûr. Sans aucun doute. Sans aucun doute. On dit souvent que la Ve République est une monarchie républicaine. Est-ce que nous ne sommes pas, quelque part, des républicains par défaut, Éric Dupond-Moretti, depuis la Révolution française? Ou des monarchistes par défaut, j'en sais rien. On est un peuple régicide et en même temps, nous avons une véritable attraction pour... la monarchie. Le français est un personnage assez complexe, n'est-ce pas? Et le président, on parlait d'Emmanuel Macron, c'est vraiment un monarque républicain? Mais non, c'est pas un monarque républicain. D'ailleurs, quand il veut discuter avec les Français au plus près, mais c'est un sujet que je crois nous allons évoquer. Nous allons évoquer. C'est quoi justement la République et être républicain, Éric Dupond-Moretti? Être républicain, quand on est particulièrement garde des Sceaux, c'est être très attentif à l'état de droit. C'est rappeler la séparation des pouvoirs, c'est tout faire pour que les juges soient totalement indépendants. Vous avez vu comment, durant cette campagne présidentielle, certains ont essayé de bouger les lignes. Le Conseil constitutionnel plaît pas, on va le mettre au pas. Les journalistes donnent des informations qu'ils ne devraient pas donner. 2 ans d'emprisonnement, c'était un amendement porté par Madame Le Pen. La République, c'est d'abord le respect de la Constitution. Et vous dites comme Jean-Luc Mélenchon, la République c'est moi? La République c'est nous. C'est nous. Et alors, on parlera de tous ces sujets un peu plus tard. D'abord, l'actualité c'est aussi, Éric Dupond-Moretti, la guerre de Poutine en Ukraine. Est-ce que vous croyez que Volodymyr Zelensky dit la vérité quand il annonce des avancées de son armée, de l'armée ukrainienne, face à la Russie, ou n'est-ce que de la propagande ukrainienne? Non, j'espère que c'est la vérité. Un certain nombre d'experts internationaux... Vous en êtes certain? Non, mais je l'espère. Il y a un certain nombre d'experts internationaux qui disent qu'effectivement, l'Ukraine, dans sa détermination de lutter contre cette invasion insupportable, a fait militairement beaucoup de progrès. Et alors, vous savez pourquoi je vous pose cette question? C'est une question un peu vicieuse. On a entendu Ségolène Royal mettre en doute les crimes russes en Ukraine. Est-ce qu'elle a raison de faire ça? Et comment vous l'expliquez? Écoutez, d'abord je vous ai vu venir avec votre question. Ah oui. Moi je suis en contact avec mon homologue ukrainien. Je suis en contact avec les magistrats d'Eurojust.
J'ai rencontré récemment, à de nombreuses reprises, le procureur de la Cour pénale internationale. Alors, il y a des crimes de guerre qui ont été perpétrés à l'évidence. Je ne comprends pas bien ce que fait Madame Royal, et d'une certaine façon... Vous le comprenez pas bien ou vous le comprenez trop? Non, quand je dis je ne comprends pas, c'est une formule. Oui, je sais. Je suis assez triste de voir qu'une personnalité de ce niveau se perde dans des propos comme cela. Comment vous l'expliquez? Écoutez, j'ai aucune explication à fournir. Peut-être a-t-elle envie de médiatiser son propos ou de le faire médiatiser. Ça ne regarde qu'elle. En tous les cas, c'est assez pathétique. Elle a vrillé, Ségolène Royal? Elle a vrillé, c'est pas un verbe que j'utilise. Je n'ai plus l'âge d'utiliser ces mots. Vous êtes beaucoup plus jeune que moi. Je crois pas. Mais alors, autre question qui ne concerne pas forcément Ségolène Royal ou pas forcément qu'elle. Est-ce qu'il y a une 5e colonne pro-Poutine en France? On sait qu'il y a des gens qui sont pro-Poutine, non? Ils se sont exprimés. Il y avait parmi ces gens Zemmour, Madame Le Pen. On a toute une liste de gens qui... Ségolène Royal en fait partie? Écoutez, j'en sais rien, mais ces propos, d'abord, me choquent. Ils ne sont pas conformes à la réalité. Maintenant, le pourquoi de ces mots, tels qu'ils auront été prononcés par Madame Royal, ça ne regarde qu'elle. Elle a essayé de retomber un peu sur ses pattes, si vous me permettez cette familiarité. Je ne sais pas si elle y est parvenue. À vous entendre, non. Autre question, on reste en France avec le lancement jeudi des travaux de la CNR, du Conseil national, du Conseil national de la refondation par le président Macron. Un CNR boycotté par les oppositions, y compris par le président du Sénat, Gérard Larcher. Est-ce que ça veut dire que c'est un projet mort-né, Éric Dupond-Moretti? Non, pas du tout. D'abord, on reproche au président de la République tout et son contraire. À la fois, il est jupitérien, et quand il veut descendre dans l'arène, au plus près des gens, on lui reproche aussi. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Après les Gilets jaunes, il y a eu le débat. On a beaucoup reproché à le grand débat, pardon. On a beaucoup reproché au président de la République ce grand débat. Et puis aujourd'hui, tout le monde convient qu'il était utile. Je vais vous donner un petit exemple dans le périmètre qui est le mien. Des Gilets jaunes disaient nous avons un problème quant au paiement des pensions alimentaires. Nous avons réglé cette question, ça s'appelle l'intermédiation des pensions alimentaires. Les femmes qui aujourd'hui ont un jugement de condamnation de leur conjoint à verser une pension alimentaire vont directement à la CAF, et la CAF pallie les carences du débiteur, du père qui a oublié ses obligations. Du grand débat, ça, par exemple. Le CNR. Matière climatique. Pardon de vous rappeler qu'il y a eu un grand débat, là aussi une convention citoyenne, là aussi décriée. Un certain nombre de propositions ont été mises en place. Moi, j'ai porté au Parlement une modification de l'article 1er de notre Constitution. Et l'obstacle est venu du Sénat. Alors, le CNR. Alors, le CNR... Non, mais c'est pour vous dire que c'est pas une idée nouvelle. Le CNR, c'est 5 thèmes. Le plein emploi, l'école, la santé, bien vieillir, la transition écologique. Mais pourquoi ne va-t-on pas discuter de ces sujets? Ils sont majeurs. Au fond, la politique de la chaise vide est une politique qui n'est pas bonne. Et comme l'a dit le président de la République, les absents, je pense, ont toujours tort. Et on a la fâcheuse habitude en France, dès qu'une idée nouvelle surgit, d'abord elle n'est pas bonne, elle est mauvaise, elle vaut rien. Mais ça n'est pas anecdotique Gérard Larcher, que de discuter de ces sujets. Gérard Larcher, il a eu tort de boycotter cette séance de jeudi du CNR. Oui, puisque le président de la République a raison de mettre en place le CNR. Et alors vous lui dites quoi, Gérard Larcher, il faut revenir? Qu'on peut toujours changer d'avis. Ouais. C'est une attitude de quoi, politicienne de sa part, c'est quoi? Et c'est pas le seul, les oppositions pareilles disent en fait avec le CNR, c'est les pouvoirs de l'Assemblée, les pouvoirs parlementaires qui sont atrophiés. Écoutez, moi je vais mettre en place les états généraux de la justice. On a ouvert une plateforme aux citoyens. Il y a 1 million de contributions. Ce sont des canaux qui sont des canaux originaux. Jamais on n'a fait ça. Jamais avant, au ministère de la Justice, on a consulté les Français. Ça marche.
Donc il n'y a pas de raison qu'on regarde avec cette forme de condescendance, cette critique permanente, cette idée du président de la République qui est, selon moi, une excellente idée. Il faut qu'on se parle, notre société est fracturée, il faut que les gens discutent ensemble des sujets qui les préoccupent. Emmanuel Macron, il a dit qu'il envisageait des référendums ou des référendums consécutifs aux travaux décisionnaires. Sur quoi ça pourrait porter ces référendums? Attendons que tout cela prospère. Il y aura un certain nombre d'idées qui vont émerger de ces différentes réunions, de ces échanges. Et ensuite, évidemment, le président de la République pourra proposer, il l'a dit d'ailleurs, aux Français de donner leur avis. Alors, vous parlez de la justice. Est-ce que ça n'a pas été compliqué pour vous de passer du statut d'avocat qui était le vôtre, où l'on remet très souvent en cause les décisions des magistrats, à celui du ministre, où on est censé les défendre, les magistrats? Non, pas du tout. Moi, je suis ravi de me souvenir au quotidien de mon expérience d'avocat. C'est ce qui nourrit mon action de ministre. Parce que la justice, je l'ai regardée, je l'ai dit de façon très empirique. Au quotidien, ça a été ma vie pendant 36 ans. Je connais ses qualités, je connais ses défauts. Et c'est la raison pour laquelle j'ai la volonté à la fois de mettre en valeur ses qualités, elles sont nombreuses, mais également de corriger ses défauts. C'est un atout d'avoir été un professionnel de la justice pendant si longtemps. Et pourtant, vous êtes beaucoup critiqué. On va parler des critiques notamment des syndicats de police. Le problème de la police et la justice avait déclaré, c'était il y a 1 an et demi, le secrétaire général du syndicat Alliance. Est-ce que ça a laissé des traces, cette accusation, Éric Dupond-Moretti? Il a eu tort de s'exprimer ainsi. J'ai eu à plusieurs occasions, j'ai eu à chaque fois que je l'ai rencontré l'occasion de lui dire. Et je l'ai rencontré parce que je suis le seul garde des Sceaux qui a été discuté avec les syndicats de police. À la fois à Beauvau, au moment du Beauvau de la sécurité, et puis récemment à l'occasion des États généraux, je les ai invités. Je pense qu'il a tort de s'exprimer ainsi. Le problème de la police, c'est pas la justice, c'est la délinquance. Et d'ailleurs, au quotidien, policiers et magistrats travaillent parfaitement. Maintenant qu'il y ait vous en êtes certain? Parce que oui, j'en suis certain. On entend beaucoup de policiers dire la même chose que lui. Le problème, c'est la justice. Et d'ailleurs, pas seulement des policiers, aussi des politiques. Non, mais alors, écoutez, que les politiques ne se mêlent pas des décisions de justice, ce serait pas mal. Ça s'appelle la séparation des pouvoirs. Et on ne peut pas tout mélanger. Sur le nombre très très important de décisions rendues, qu'il y ait un certain nombre de décisions qui nous interpellent, pourquoi pas, j'en accepte l'idée. Mais je vais vous répondre à cela que le garde des Sceaux ne veut pas et surtout ne peut pas constitutionnellement intervenir. Il doit garantir l'indépendance de la justice. C'est une des grandes différences entre le totalitarisme et la démocratie. L'indépendance a pour corollaire que, oui, parfois, un certain nombre de décisions peuvent choquer. Mais c'est des trains qui n'arrivent pas à l'heure dont on parle. Et jamais de ceux qui arrivent à l'heure. Moi, j'ai dit aux syndicats de policiers qu'ils ne devraient pas s'exprimer comme ça. D'abord, ensuite, ils ne peuvent pas obtenir le respect légitime qui leur sont dus s'ils disent des choses de cette nature sur la justice. On ne peut pas demander à un gamin de respecter la police si un représentant de la police dit que la justice ne fait pas le job ou le fait mal. Ça veut dire que les problèmes d'autorité, c'est dû à ça? Ce sont deux très grandes institutions qui doivent travailler main dans la main et qui sont dans la même barque républicaine. Alors, il y a ces accusations des policiers contre la justice. Il y a, depuis le milieu du précédent quinquennat, ces tribunes de généraux et militaires putschistes dénonçant le risque de guerre civile. Il y a aussi ces critiques de magistrats contre la politique du gouvernement en matière de justice. C'est-à-dire que le pouvoir a un problème avec l'autorité, Éric Dupond-Moretti. Non, mais je pense que vous faites une présentation qui est un peu caricaturale des choses. Il y a aussi des magistrats qui sont respectueux de l'autorité républicaine. Moi, je travaille, monsieur Aziza, au quotidien. Ça veut dire qu'il y a des magistrats qui ne sont pas respectueux de l'autorité républicaine. Si vous dites qu'il y a aussi des magistrats qui sont respectueux de l'autorité républicaine. Mais vous savez, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Moi, je disais, lorsque j'étais avocat, je connais de bons avocats, je connais de mauvais avocats, je connais de bons journalistes, j'en connais de mauvais. C'est vrai pour les boulangers, c'est vrai pour tout le monde. Maintenant, ne faisons pas ce que je viens de dénoncer et ne regardons pas, si vous le voulez bien, les trains qui arrivent en retard. Moi, je travaille au quotidien avec des magistrats. Je suis attentif à leurs revendications. C'est la raison pour laquelle je me suis battu cette année encore
pour d'abord donner à la justice les moyens qu'elle mérite. Plus 8% d'augmentation de budget. Et pour la 3e année consécutive, ça n'a jamais été autant d'augmentation depuis, je le crois, le début de la Ve République et peut-être même avant, et c'est une révolution. Voilà, d'abord se battre pour donner aux magistrats les moyens dont ils ont besoin, ça veut dire avoir appréhendé les moyens dont ils ont besoin, embaucher davantage et faire un certain nombre d'autres choses. On a embauché plus de magistrats durant le quinquennat précédent que jamais depuis 20 ans. La justice, c'était 20 ans d'abandon humain, budgétaire et politique. Donc, bien sûr qu'il peut y avoir des difficultés. Bien sûr que tout n'a pas été fait. Et d'ailleurs, les États généraux sont porteurs d'un certain nombre de réformes, notamment en matière d'embauche, mais pas qu'en matière d'embauche, pour améliorer encore la justice. Et derrière tout ça, pardon de le dire, il y a le justiciable. Moi, je veux une justice plus proche du justiciable, plus rapide, plus compréhensible. Alors, avant de parler plus précisément de ces sujets, de l'état de la justice, de son évolution, des états généraux de la justice, d'abord, on poursuit sur la question précédente. Quid des rapports police-justice ? Comment ça se passe ? Et puis aussi, comment ça se passe avec Gérald Darmanin ? Est-ce qu'il y a une identité de vue entre vous et lui ? Alors d'abord, sur les rapports police-justice, moi, j'affirme qu'au quotidien, les rapports sont excellents. Le procureur de la République, il est en contact permanent avec les policiers. C'est tout à fait clair. Les échanges sont des échanges de travail nécessaires entre police et justice. Je le redis, que telle ou telle décision puisse interpeller, qu'on en fasse des commentaires, avec l'aide d'ailleurs d'un certain nombre de vos confrères qui ont une présentation de la justice qui est fait diversière. Vous pensez à quoi, à qui ? Mais je pense, chacun se reconnaîtra. Mais la justice, ça n'est pas cela. Vous comprenez ? La justice, ça n'est pas que le crime qui est arrivé hier. Ça ne peut pas être cela. D'ailleurs, en matière de prévention, dites-moi, je veux vous faire remarquer que la justice arrive quand le crime ou l'infraction a été commise. Le procès en laxisme qui est instruit contre la justice, je vous donnerai tout à l'heure des chiffres. On peut toujours discuter et dans n'importe quelle condition. Mais regardons la réalité en face. La police a été mieux dotée, bien mieux dotée, en termes de matériel, en termes de personnel, la justice aussi. La police et la justice travaillent ensemble. Et ça se passe bien. Qu'il y ait quelques revendications syndicales, qu'il y ait un certain nombre de choses qui sont dites et que je déplore, certes, je les ai entendues comme vous. Mais ça n'est pas le quotidien du fonctionnement de ces deux grandes institutions. Vous disiez la même chose quand vous étiez avocat ? Vous pensiez la même chose quand vous étiez avocat ? Écoutez, il suffit de relire ce que j'ai pu dire. J'ai toujours dit qu'il y avait un certain nombre de dysfonctionnements, mais j'ai dit aussi qu'il y avait un certain nombre de choses, et c'est la grande majorité, qui marchent bien. Parce que ça marche bien. Pardon, on peut s'arrêter sur une critique nihiliste, mais on va regarder, si vous le voulez bien, ce que nous avons fait. Moi, ce que je suggère, c'est le triptyque suivant. D'où nous venons, ce que nous avons fait et ce qui reste à faire. Vous voyez ? Et en 2017, il n'y avait pas de Wi-Fi dans les tribunaux français. Nous avons embauché, là, récemment, 2000 sucres rapides. J'arrive de Toulon. Il y a 3 jours, j'étais à Toulon. Avec ces sucres rapides que nous avons embauchés. On les a appelés sucres rapides parce que ce ne sont pas des magistrats. Et on précise pour nos auditeurs, qu'est-ce que vous entendez par ces sucres rapides ? Je vais l'expliquer. Ouais. Il fallait que l'on donne un coup de main aux magistrats, qui étaient étouffés par la tâche. Elle est immense. On a donc décidé d'embaucher des juristes. On m'a d'ailleurs reproché de le faire. Certains ont dit « Mais pourquoi vous n'embauchez pas des magistrats ?» J'ai répondu qu'il fallait 31 mois pour les former. On en a embauché 2000. Bon. À Toulon, par exemple, 23 de ces sucres rapides sont arrivés. Et en quelques mois, ils ont permis de déstocker. Je vais m'arrêter sur ce mot parce qu'il est affreux, mais ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Régler des affaires, ça veut dire. Les stocks, bien sûr, c'est l'empilement des affaires qui n'étaient pas réglées. Ça se traduit comment pour le justiciable ? C'est que le justiciable attend longtemps. Bien sûr, des délais énormes. En matière familiale, à Toulon, on a moins 31%
d'affaires familiales, c'est-à-dire les divorces, et 23% d'affaires pénales en moins. Voilà les résultats. Ça, ce sont des résultats tangibles. C'est mieux que la polémique sur laquelle vous revenez légitimement, et vous me permettez de m'expliquer. Mais au niveau national, nous avons une baisse très très importante des stocks, et donc dans la traduction au quotidien pour nos compatriotes, ça veut dire attendre moins de temps et voir une réponse aux infractions rapide. Alors, dysfonctionnant, vous avez utilisé ce mot tout à l'heure, il y a eu un dysfonctionnement concernant l'imam Iqiyoussen. Depuis son expulsion, la question de son expulsion de la France vers le Maroc donc, a été posée, elle a été validée par le Conseil d'État, et depuis, il est en fuite. Est-ce que c'est un fiasco politique, un fiasco judiciaire ou un fiasco policier? Écoutez, il y a un tribunal administratif. Une décision du tribunal administratif est susceptible d'appel, oui, en l'occurrence devant le Conseil d'État. La justice a dit ce qu'elle avait à dire. Et ensuite, il a fui. Et je n'ai aucun commentaire à faire. Sauf que tout de même... Mais si, parce qu'on vous a dit fiasco politique, mais judiciaire... Oui, mais d'accord, mais tout ça... Rien ne se fait sans polémique, vous le savez bien. Je veux dire ici qu'une magistrate du tribunal administratif a été gravement menacée par des gens qui sont proches du Rassemblement national. Bon. Et moi, je veux ici lui apporter tout mon soutien. La justice a dit... Précisez les choses. Qu'est-ce qui lui a été dit? Et donc, quel est votre... Elle appartient à la composition du tribunal administratif... Qui a pris la décision. Qui a pris la décision de suspension de l'arrêté d'expulsion. Bien. Moi, je n'ai pas à commenter cette décision. Le garde des Sceaux ne commente pas les décisions. C'est l'indépendance de la justice. Eh bien, il s'est trouvé des personnages proches de l'extrême droite, du Rassemblement national, un conseiller municipal et puis un autre personnage plutôt connu pour promettre à ce magistrat qu'elle serait tondue en place publique. Et un certain nombre de menaces qui sont des menaces graves. Donc c'est de mettre en cause le principe républicain, la République. Bien sûr, mais bien sûr, évidemment. Et je veux apporter à ce magistrat, ici, tout mon soutien. Au passage, la question de l'expulsion de cet imam vers le Maroc continue d'être au cœur des échanges entre la France et le Maroc, entre ces deux pays. Est-ce que vous confirmez qu'il y a espoir que les autorités marocaines changent d'avis et acceptent de l'accueillir quand il sera retrouvé et quand il reviendra éventuellement en France? Je sais l'énergie qui est mise dans ce dossier et dans tous les autres par Gérald Darmanin. Je pense qu'il a actionné tous les leviers pour que cette affaire trouve son épilogue. Alors, autre question. On est le 11 septembre 2022, 21 ans, très précisément, c'était juste il y a 21 ans, à cet horaire précis, le 11 septembre 2001. Est-ce que la menace terroriste islamiste pèse toujours sur le monde occidental et sur la France? Considérez-vous que la France est toujours sur la menace d'attaque terroriste, éventuellement même de très grande ampleur? J'aimerais tellement vous répondre non. Mais bien sûr qu'il y a une menace terroriste qui mobilise tous nos services. Je veux d'abord dire que beaucoup d'attentats ont été déjoués et ont été évités. Parce que nos services surveillent les choses de près. Je veux également dire que nous avons beaucoup modifié la procédure pénale. Quand un terroriste entre en prison, il est évalué dans des quartiers spéciaux, spécialement affectés à cette évaluation de la radicalité et donc de la dangerosité. Et puis le terroriste est suivi durant toute sa détention pour, c'est le but, obtenir une déradicalisation. Et puis quand il sort, c'est une législation nouvelle, il est également suivi, doublement suivi, par l'administration, par les services administratifs, ce qu'on appelle les MICAS, mais également par le juge d'application des peines antiterroristes. Ça, ce sont des modifications. Et puis je veux dire que le procès V13 est une réussite et que chaque fois qu'un terroriste ou que des terroristes sont jugés, c'est la supériorité du droit sur la barbarie. Ces gens-là, ces terroristes-là, ils ne veulent pas de la règle de droit, ils la méprisent. Chaque fois que nous parvenons à les juger,
nous leur imposons des règles qui sont des règles civilisationnelles auxquelles nous tenons, nous, comme à la prunelle de nos yeux. Vous dites le risque terroriste, la menace terroriste pèse toujours sur la France et les Français. Je crois que c'est une réalité. Mais il y a aujourd'hui, en ce moment, le procès de Nice, justement, l'attentat à Nice, et bientôt, on appelle le procès Charlie. Mais monsieur Azia, vous savez que certains se radicalisent presque tout seuls. Je dis presque, ils ont naturellement des influences. Ouais. Mais le terrorisme peut surgir de n'importe où. Et d'ailleurs, un certain nombre de velléités terroristes sont le fruit de gens qui n'étaient pas du tout connus. Notamment avant de passer en prison. Mais oui, notamment avant de passer en prison, mais pas que. Ouais. L'état des prisons, justement. On vous reproche de ne pas avoir construit assez de prisons depuis 2017. Enfin, on reproche à Emmanuel Macron. Est-ce que c'est une critique qui est recevable pour vous? Pas du tout. Le président de la République a annoncé 15 000 places nettes de prison. Elles seront construites. J'ai passé mon été à faire le chef de chantier. J'ai mis le casque et je suis allé partout là où on construit des établissements pénitentiaires. Je vais inaugurer 3 nouveaux établissements pénitentiaires d'ici la fin de l'année. Je vais en inaugurer en 2023, en 2024. Les places seront construites. Il y a eu, c'est vrai, un retard inhérent à la Covid, mais celui qui construit une maison individuelle sait bien que les choses ont été retardées. Non, nous tenons absolument à cela. Pour 2 raisons. Assurer la fermeté de la réponse pénale et assurer des conditions dignes. Et justement, pour les détenus, et aussi parce que j'y suis très attaché à la sécurité et au confort de travail des gardiens. Qu'est-ce que vous allez répondre au Conseil de l'Europe qui, en fin d'année, va examiner ce que la France a fait pour suivre ses recommandations en matière carcérale? Avant que je lui réponde, je voudrais savoir ce que l'on nous dit très précisément. Mais il y a un effort qui a été considérable, qui est conduit. D'ailleurs, en matière de construction, mais également en matière de rénovation d'établissements pénitentiaires. Et puis, moi, j'ai fait beaucoup de choses et je n'entends pas m'arrêter là pour favoriser la réinsertion des détenus. Et notamment, un contrat du détenu travailleur. J'ai conditionné les remises de peine à l'effort. Elles étaient automatiques autrefois. Je veux faire venir les patrons. J'ai réuni de très grands patrons à la chancellerie. Il y avait d'ailleurs, lors de cette réunion, le numéro 2 du MEDEF. Je veux que l'on fasse travailler les détenus, qu'il y ait des volontaires. Je souhaite que les détenus sortent formés, avec un diplôme, avec un boulot en poche, avec, pour certains d'entre eux, la connaissance de l'écriture, de la lecture, et tout cela va dans le sens de la réinsertion. C'est capital, essentiel pour notre société tout entière. Alors, autre dossier, Éric Dupond-Moretti, on constate que les refus d'obtempérer entraînent des tirs policiers et font des victimes, notamment, on l'a vu ces dernières semaines à Rennes ou à Nice. Est-ce que vous êtes du côté des policiers qui affirment agir en légitime défense ou de celui des défenseurs des victimes qui dénoncent l'action de la police? Vous voyez, la façon dont cette question est formulée elle est partielle. Nous rappelle, vous le dites vous-même, nous rappelle à quel point nous sommes toujours dans le manichéisme et dans l'absence de nuances. Il est extrêmement important que chaque fois qu'un fait de cette nature est commis, il soit examiné par la justice. Soit on est en état de légitime défense, soit on n'est pas en état de légitime défense. C'est au juge de regarder et de trancher cette question, à personne d'autre. Les autres commentaires sont superflus. Il y a un certain nombre d'affaires qui sont en cours. Moi, je ne me dérobe pas, mais je dis que le garde des Sceaux ne peut pas intervenir, ne pas donner son avis. Il faut faire confiance à la justice. C'est pas très compliqué. Il y a un certain nombre de règles et je pense qu'elles sont clairement édictées par notre droit. Ce qui conduit d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon à dire « la police tue ». C'est un scandale, c'est une honte. Pourquoi de tenir des propos comme cela. Mais là encore, comment les gamins, vous pouvez leur demander d'être respectueux des institutions quand un responsable politique de ce niveau s'exprime de cette façon hein? Je vous rappelais d'ailleurs qu'en matière de justice, M. Mélenchon, il s'est illustré surtout par la façon dont il a reçu les officiers de police judiciaire et le procureur de la République, en hurlant « la République, c'est moi », en les bousculant et en ayant été légitimement condamné pour ces faits-là. Il faut quand même s'en souvenir. Alors, autre question, et à propos des états généraux de la justice et du rapport remis le 8 juillet à Emmanuel Macron, qui dresse le constat sévère de l'état de délabrement avancé, je cite, d'une institution au bord
bord de la rupture et propose quelques remèdes pour faire face à la crise. François Molins, le procureur général près la Cour de cassation, a espéré lundi qu'il ne finira pas ce rapport dans un tiroir et que nos gouvernements auront la force et la volonté pour que les choses avancent rapidement. Est-ce que ça va être le cas, Éric Dupond-Moretti? Comment? À travers quelles décisions et à travers quel calendrier? Écoutez, dès demain, je continue les consultations que j'avais initiées au début de l'été. Je rencontre tous les partenaires de justice. Tous. Monsieur François Molins faisant partie naturellement de ceux que je recevrai. Y compris Chantal Arens? Chantal Arens n'est plus première présidente. Vous savez que c'est maintenant monsieur Soulard qui est le premier président. Pas en raison de ses anciennes fonctions. Ça n'est pas prévu, mais pourquoi pas. Je n'ai aucune hostilité à l'encontre de Madame Arens, mais il est prévu de recevoir ceux qui sont en poste. Ça me paraît logique. Donc, tout le monde, absolument tout le monde. À partir de ce moment-là, nous tirerons les différents arbitrages que nous devons tirer. Il y a des réformes pour aller plus vite, pour être plus accessible. Ce dont vous avez parlé notamment oui, mais j'y reviens. Pour être plus proche, il y a évidemment des embauches grâce au budget que je viens d'obtenir. Et de tout cela, nous allons parler toute une semaine. C'est une semaine de travail extrêmement importante. Et à l'issue de tout ça, les états généraux seront mis en place. Et que tout le monde se rassure, les états généraux n'iront pas finir du sommeil de l'injuste dans je ne sais quel tiroir. C'est clair. Et ça va prendre combien de temps? Ça va très vite maintenant. Pour arriver à des décisions. Semaine de consultation et puis mise en place. On a à la fois du réglementaire, on a aussi du législatif. Donc tous les services sont prêts et puis ils sont prêts dans l'enthousiasme parce que les réformes que nous allons proposer sont des réformes majeures. Et ce sont des réformes qui seront faites en co-construction avec tous ceux qui sont les acteurs de justice. Vous avez quelques idées de réformes en tête? Oui, bien sûr. Et alors? Alors, on veut simplifier la procédure pénale, par exemple. Vous voyez, ça, c'est merveilleux pour les officiers de police judiciaire et pour les magistrats. On veut simplifier les procédures. On veut favoriser, par exemple, le règlement amiable des procédures. Je ne vais pas dévoiler d'autres choses. Il y a dès à présent, au terme des premières consultations que j'ai menées, des consensus très forts qui se dégagent avec les uns et les autres, en disant, mais oui, ça c'est une bonne idée, il faut absolument y aller. C'est l'occasion ou jamais de moderniser la justice de notre pays. Et pourtant, le Rassemblement national dénonce, il l'a fait cette semaine, le Dupond-Morettisme. D'abord, c'est quoi le Dupond-Morettisme, selon vous, Éric Dupond-Moretti? Et qu'est-ce que vous répondez à ce qui apparaît comme une campagne lancée contre vous par le RN? Vous êtes la cible du RN et on parlera après de l'extrême gauche aussi. Écoutez, je ne sais pas trop ce qu'est le Dupond-Morettisme. Moi, les mots en isme ne sont pas mes préférés. Voyez. Mais, quel que soit le mot. Oui, enfin, le pénisme, on va en faire quelques-uns. Le mot en isme, c'est l'alarmisme, l'autoritarisme, le populisme, le racisme, le néofascisme. Bon. Alors, maintenant, s'il fallait définir le Dupond-Morettisme, moi, je dirais que c'est humanisme sans angélisme, pragmatisme, réalisme, et que je préfère au bellicisme le stoïcisme. Mais alors, pratiquement, le fait d'être ciblé par le Rassemblement national, vous prenez ça comme une bénédiction? Écoutez, je commande pas cette histoire. Il y a belle lurette que je suis la bête noire de cette bête brune. C'est comme ça. Comment disait Cyrano de Bergerac, c'est l'honneur d'être une cible, non? Bon, maintenant, je vais vous dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il nous propose en matière de justice? Le Rassemblement national. Hein, oui, bien sûr, le Rassemblement national, c'est lui dont on parle. Et qu'est-ce que j'ai fait, moi? Code de justice pénale des mineurs. On juge les délinquants, les enfants délinquants, les jeunes délinquants, les mineurs, dans des temps réduits. C'est une avancée considérable. Ils n'ont pas voté ce texte. On construit des prisons. Ça, c'est une réalité.
le contrat du détenu travailleur. La justice de proximité, ils sont où? Ils proposent quoi? Je vais vous dire ce qu'ils proposent. Deux trucs, là. Vous voyez, comme ça, à la volée. Hein. Parce qu'on n'a pas le temps. Oui, je sais bien. Mais Madame Le Pen, elle proposait 9000 magistrats dans ce pays. On avait déjà dépassé le chiffre depuis belle lurette. Vous voyez le sérieux avec lequel ils regardent la justice. Deuxième truc, la perpétuité réelle, disait-elle, partout. Ça existait déjà depuis très longtemps. Elle aurait dû le savoir à deux titres. D'abord parce qu'elle est responsable politique et exactement ancienne avocate. Alors, oui. Il reste qu'il y a une convergence entre l'extrême droite, l'extrême gauche, notamment LFI, et aussi une partie des magistrats pour dénoncer votre action, notamment l'USM, l'Union syndicale des magistrats. Est-ce que ça fait pas beaucoup? Est-ce que ça fait pas trop pour un seul homme? Notamment d'être attaqué matin, midi et soir par les magistrats. Non, mais c'est pas vrai, ça. Moi, je réfute cette idée qu'il y ait eu des choses dites par... Vous avez même traîné en justice, hein? Oui, ben on verra ce que ça donne. Vous savez, patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Ouais. Je me suis peu exprimé, d'ailleurs, là-dessus. Vous êtes confiant là-dessus, notamment sur la Cour de justice de la République? Écoutez, on va voir tout ça. Tout le monde sait que moi, j'ai fait ce que me recommandait le bureau de déontologie de mon administration. Bien, des syndicats ont estimé qu'il fallait déposer une plainte. Les mêmes qui avaient dit que c'était la guerre 2 heures après ma nomination. Moi, je suis au boulot. Et puis, je rencontre tous les jours, je dis bien tous les jours, des magistrats. D'abord, mon cabinet est composé essentiellement de magistrats, vous voyez. Et puis, je vais à la rencontre de magistrats, ceux qui ont les mains dans le cambouis, je les écoute. Je vous ai parlé de Toulon. Je pourrais vous dire ce que je fais cette semaine. Je vais rencontrer des dizaines de magistrats. Bah oui. Voilà. Et puis je travaille avec eux. Et il y a un petit moment que ça dure là maintenant, puisque j'ai été reconduit dans ces fonctions qui sont les miennes. Et moi, je n'ai aucun problème, je le redis, avec tous les magistrats avec lesquels je travaille, avec lesquels on essaie de construire un beau projet pour la justice de ce pays. Ensuite, qu'il y ait des critiques, écoutez, je pense que c'est un peu classique, non? Peut-être, en tout cas, c'est ce que vous dites. Mais l'unanimité est suspecte, monsieur Aziza. Tout à fait, vous avez raison. Vous aviez, à propos de MeToo, dit que la justice ne se rendait pas sur les réseaux sociaux, que la toile ne pouvait pas être le réceptacle de ces plaintes, que la justice devait intervenir et qu'il était arrivé que les hommes soient accusés à tort. Est-ce que c'est toujours la position du ministre de la Justice ? Enfin, que me diriez-vous si je vous disais que la justice doit être rendue sur les réseaux sociaux ? Bien sûr que la justice ne peut pas être rendue sur les réseaux sociaux. Mais puisque vous me citez, vous en oubliez un petit morceau. Vas-y. Je disais que ces réseaux sociaux avaient permis la libération de la parole d'un certain nombre de victimes, ce qui est vrai. Et en cela, c'est extrêmement intéressant. Les réseaux sociaux, vous voyez, c'est à la fois un merveilleux outil de participation démocratique, c'est aussi parfois une dérive. En ce que les réseaux sociaux permettent à des victimes, on sait que c'est très difficile de dénoncer un certain nombre de choses formidables. En ce que les réseaux sociaux prononcent des verdicts, non. Ni les réseaux sociaux, ni le politburo de LFI. Ce qui rend la justice... Politburo de LFI, pourquoi ? Bah, vous savez, c'est cette espèce d'organisme assez curieux là qui examine de façon assez sélective d'ailleurs au gré des personnalités si un tel est coupable, si un autre ne l'est pas, etc. Tout ça. C'est pas ça la justice. Mais c'est pas ça la justice, bien sûr. La justice, c'est un magistrat indépendant, c'est une défense, c'est l'expression d'un contradictoire, c'est un examen minutieux au regard des règles de la procédure pénale. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors retour sur l'une de vos déclarations qui a fait polémique cet été. C'était le 2 août, vous étiez à l'Assemblée nationale et vous avez pointé du doigt, donc ce jour-là, l'extrême droite, mais surtout l'extrême gauche, et cette proposition de résolution signée par une quarantaine d'élus de gauche, essentiellement PC et LFI, qui condamnait, je le cite, le régime d'apartheid d'Israël contre les Palestiniens, un régime institutionnalisé d'oppression et de domination systématique par un seul groupe racial, en l'occurrence les Juifs vis-à-vis des Palestiniens. Vous aviez considéré que les filles faisaient le jeu d'un nouvel antisémitisme. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par ça ? Écoutez, dire que l'État d'Israël a mis en place un système d'apartheid, c'est scandaleux. D'abord, c'est insulter
l'État d'Israël et les Israéliens. Je veux quand même rappeler qu'Israël est une grande démocratie. Puis c'est insulter aussi tous ceux qui ont payé de leur vie l'apartheid en Afrique du Sud. Et d'ailleurs, je veux faire remarquer que après mes propos à l'Assemblée nationale, il semblerait que certains députés, discrètement, et les filles, discrètement, aient enlevé leur nom. Notamment Adrien Quatennens, que vous devez connaître. Oui, que je connais, oui. Oui. Mais pourquoi, si j'avais tort, sont-ils allés enlever leur signature? Avaient-ils honte? N'avaient-ils pas réfléchi? Je n'en sais rien. Alors, le fait... mais, pardon, et quand vous dites que j'ai plus tapé LFI que le RN, je ne suis pas tout à fait d'accord. Non, parce que vous avez pas... Je voudrais rester... Après, on parlera du RN. Vous avez considéré donc, que LFI faisait le jeu d'un nouvel antisémitisme. Qu'est-ce que vous entendez par là? Et précisément, qu'est-ce que ça veut dire? Je crois qu'il est tout à fait clair. Vous venez de rappeler les propos. Vous avez cité Corbyn, vous avez cité un certain nombre de choses. Leur amour pour Corbyn, les propos qui ont été tenus par un député LFI, une députée LFI. Oui, bien sûr. À la suite des mots qu'avait eu le président de la République sur Pétain, c'est quand même invraisemblable. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils veulent aller, en réalité, dans les quartiers, chercher un électorat qu'ils pensent pouvoir... On va préciser les choses, il faut être clair. Ça veut dire qu'ils vont dans les quartiers, ils vont aller en banlieue, chercher les voix communautaires. Oui. Hein, c'est ça? C'est ça. D'origine arabo-musulmane. Vous ne m'avez pas laissé finir. Ah, pardon, allez-y. Oui, bien sûr. C'est ça? Oui. Et oui, puis, quoi? Oui, quoi? Oui, c'est ça, oui. Non, mais avec vos mots, c'est plus intéressant. Mais vous aviez compris ma réponse, puisque vous venez de la préciser, mais vous ne m'avez pas laissé le temps de la développer. Je vous laisse la préciser. Et je vais vous dire autre chose. Il y a, de façon systématique chez eux, un discours qui consiste à dire que le pouvoir que j'incarne ici, d'une certaine façon, déteste les musulmans. Et si vous avez la curiosité de relire le discours qui a été prononcé par le président de la République au Mureaux, c'est, à mon sens, l'un des plus beaux discours sur cette thématique. Moi, je n'ai rien contre les musulmans. En revanche, contre les islamistes radicaux, oui, bien sûr. Et opérer cette confusion délibérément, systématiquement, c'est absolument scandaleux et c'est dangereux. Mélenchon, il fait proliférer l'antisémitisme en France par son action? Ah, je l'ai dit très clairement. Très clairement quoi? Oui. Oui, non mais oui, parce que vous dites oui, mais je ne sais pas à quoi. Oui. Je réponds à votre question. C'est ce que je lui ai dit à l'Assemblée nationale. C'est ce que je suis en train de vous redire. Et non seulement il fait prospérer l'antisémitisme en France, mais il y a une visée politique que vous venez de rappeler, qui est tout à fait évidente. Bien sûr. Et alors, 40 ans après l'attentat de la rue des Rosiers, vous représentez le gouvernement à cette commémoration. L'antisémitisme est toujours, vous l'avez dit dans vos discours, l'antisémitisme tue aujourd'hui en France, et d'ailleurs, c'est cet antisémitisme islamiste. Comment a-t-on pu encore en arriver là? Il ne vous a pas échappé que on assiste à une montée de l'antisémitisme, des communautarismes, dans des conditions qui sont inquiétantes. Je voudrais vous dire, puisque vous rappelez ma présence à la commémoration de la rue des Rosiers, que c'est un grand moment d'émotion pour moi. Et c'était la première fois que le gouvernement était représenté. J'étais très fier d'être là. Vous savez, l'extrême droite a été banalisée. N'est-il pas vrai? On s'est contenté des discours actuels. On a oublié. C'est Badinter qui parlait de l'eupérisation des esprits. Oui, absolument, oui. Ouais. Banalisation du mal, dit également Hannah Arendt. Mais vous voyez, je vous donne un petit exemple. Je lis dans un journal que le FN va fêter bientôt son anniversaire. Et qu'au FN, on ne sait pas trop si on doit le fêter ou pas le fêter. C'est dire l'ambiguïté. Notamment avec Jean-Marie Le Pen. Mais bien sûr.
Et on note dans ce grand journal que c'est Jean-Marie Le Pen qui est le fondateur. Non, c'est pas vrai. Il en manque un. Vous l'avez dit aussi à l'Assemblée. Il est cofondateur. Avec un Waffen-SS. Ouais. Voilà, qui s'appelle Bousquet, Waffen-SS. On peut pas oublier tout ça. Puis on peut pas oublier tous ceux qui sont cachés, les Châtillons, les Pénincles. C'est ce que vous avez dit aussi à l'Assemblée. Mais oui, ils rôdent là, juste à côté des dédiabolisés. Est-ce que vous mettez un signe égal entre LFI et RN, Mélenchon et Le Pen? Je peux pas répondre à cette question. Mais vous dites pas oui ou non? Non, je dis pas oui ou non. Moi, je serai toujours là pour dénoncer des choses qui me semblent inacceptables. Voilà, l'antisémitisme, le racisme. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce qui est sûr, c'est que le RN, son fondement, le socle, d'ailleurs moi je l'appelle toujours le FN, c'est beaucoup plus ancien. Il reste 2 minutes ou 1 minute, 2 questions. Oui. À la fête de l'UMA hier, Fabien Roussel a dénoncé la gauche des allocs, une attaque en règle contre Jean-Luc Mélenchon, qui lui a répondu qu'il fallait qu'on arrête les jérémiades. Qu'est-ce que ça vous inspire très rapidement? Est-ce que vous préférez la gauche Mélenchon ou la gauche Roussel? Mais d'abord, ce que je veux vous dire, c'est que je suis pas l'arbitre des élégances qui se débrouillent. Il paraît qu'ils appartiennent à la NUPES, donc qui se débrouillent entre eux. C'est pas à moi de trancher ça. Mais non, moi, je vais vous dire, je pense que le travail est une valeur. Le travail est une valeur, comme ce que dit Roussel. Dernière question, Éric Dupond-Moretti, c'est une question personnelle. Vous l'aviez déjà évoqué la dernière fois quand vous étiez l'invité de cette émission. Votre grand-mère a caché des Juifs pendant la guerre. Quelle leçon faut-il retenir de cette France des justes et de l'esprit de résistance? Qu'il y a des salauds et des gens bien. Merci Éric Dupond-Moretti d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci.